Allez, ben, je vais démarrer doucement. Hein, voilà. Alors, la psychanalyse est ou serait une partie de Go, de Wei Chi, dont on aurait compliqué les règles. Le jeu de Go est un jeu asiatique aux règles très simples, mais qui permettent des ramifications complexes, imprévisibles et innombrables. Il se joue sur un plateau, le Goban, qui est une surface qui peut accueillir l'expressivité humaine prélangagière et la pulsion en deçà du signifiant. Cette pulsion est recueillie sur un plan ludique. Elle se dépose à la manière d'une écriture à deux. Et vous verrez tout à l'heure que Arthur Marie nous parlera de son utilisation dans les thérapies à l'hôpital. Cette écriture à deux est à la fois calligraphique et évocatrice de l'inconscient lithographique, selon le joli mot de Derrida. Si l'inconscient qui se déplie à la faveur d'une séance de psychanalyse recèle un chaos de pulsion, s'il relève d'une écriture et s'il se configure topologiquement, alors ce jeu que la Chine, le Japon et la Corée cultivent pourrait renouveler peut-être nos façons de penser le dispositif freudien. Donc, j'invite ce soir Arthur Marie, qui a travaillé cette question particulière. Donc, je vous le remontre, ce qui arrive. Le jeu de Go, voie royale d'accès à l'inconscient. Dans un livre que j'ai trouvé très intelligent, dense et passionnant. Freud avait fait du rêve dans sa Traidumtung, la voie royale d'accès à l'inconscient, l'inconscient qui se manifeste là où cela trébuche, lapsus, symptômes, vices. Le travail d'analyse visant dans la cure à déchiffrer la modalité de jouissance de l'inconscient et pouvoir accéder à la vérité d'un sujet. Un inconscient dans lequel ça parle et ça s'écrit. Est-ce que le jeu de Go dont Arthur va venir nous parler présente des liens avec la technique analytique? Est-ce que ce jeu de Go pourrait apporter quelque chose dans ce déchiffrage phallique? C'est la question qui me semble ouverte. La représentation en image du rêve introduit au lieu complet du réseau des signifiants quand on sait reconnaître sa place. Et la représentation au pictogramme dans le jeu de Go, un jeu non verbal. Il a emprunté le pictogramme à Pierre Aulagnier, il l'explique dans le livre. Un jeu non verbal pris dans un processus d'inscription à deux encres, le blanc et le noir, qui nous vient du Japon, mais aussi très apprécié en Chine, nous introduirait à la manière d'un jeu, comme les jeux de sable chez les Jungiens, qui sont très prisés dans les thérapies en Chine. J'avais été surprise quand je faisais des supervisions. Tous les thérapeutes présentaient des exemples avec des jeux sur le sable, ou peut-être comme le squiggle, nous ouvrir à une psychanalyse des pierres bavardes. Cette représentation pictographique s'articule donc autour de vide et de plein, dans une dimension non verbale, mais pas non langagière. Donc, il nous l'expliquera, c'est quadrillé de 64 cases et sur lequel les pierres doivent se placer sur des intersections, laisser des intersections libres autour pour pouvoir se déplacer, ne pas se faire enfermer, hein, parce que c'est un jeu qui vise à prendre du territoire sur l'autre, dans la pulsion d'emprise. C'est un jeu aussi, je dirais, que l'on peut retrouver aussi dans le mode d'esprit chinois aussi, dans la tactique d'encerclement pour acquérir de plus grands territoires. Dans le symbolique, rappelle Lacan, les vides sont aussi aussi significatifs que les pleins. Nous sommes face à une structure symbolique de règles susceptible d'accueillir un sujet et son discours, dit Arthur Marie. Ce jeu de Go se structure topologiquement, ce qui permet d'établir un certain rapport entre Go et savoir inconscient. Bonsoir. Le jeu de Go constituerait une approche de l'inconscient non faite d'images et de sonorités comme dans le rêve, mais par cette voie lithographique d'avant les mots, comme dirait Derrida, entendu comme écriture aussi. Mais qu'est-ce qui cherche à s'écrire et à se symboliser?
Face à l'appauvrissement et à la paupérisation des relations humaines dans le monde contemporain, dans lequel le néolibéralisme libertarien nous entraîne à grande vitesse, Lacan parlait dans ce séminaire de l'éthique d'une civilisation de la haine. La science nous a menés dans un train lancé à grande vitesse, et je crois que nous y sommes aujourd'hui. Donc, Arthur Marry se propose de mettre en dialogue deux façons de faire rencontre humaine. La psychanalyse ou la partie de Go, qui en ce sens participe donc du travail de culture nécessaire à contrer la pulsion de mort. Donc, il pose cette hypothèse que le Go mobilise une dimension infraverbale de notre humanité. Donc, c'est un jeu qui se base sur cette tentative de conquête de territoire, d'élargissement, donc d'élargir de plus en plus son territoire, à partir de pierres blanches ou noires déplacées donc par les adversaires sur le plateau, le goban. Posant la question aussi de la séparation entre le moi et le non-moi. Le jeu se joue aussi dans un travail de groupe. Les questions de la stratégie ont dominé largement le monde de l'après-guerre. Arthur Marry rappelle très justement l'article de Lacan sur le dilemme des trois prisonniers dans le temps logique et l'assertion de certitudes anticipées, publié en 1945. Cette période d'après la guerre a été un moment de liberté de parole retrouvée après les censures de la guerre. Il y a dans l'article de Lacan une mise à la question du temps entre automatisme de répétition et acte. Lacan met en lumière les propriétés étranges du langage auxquelles est confronté l'être parlant. Trois prisonniers dans cet article doivent dire pour sortir. Voilà, Arthur. J'ai commencé à expliquer un petit peu le jeu de mots, Arthur. Hein, tu me rejoins. Trois prisonniers doivent dire pour sortir quel disque ils portent dans le dos, sachant qu'il y a trois blancs et deux noirs. La solution nécessite d'en passer par le raisonnement de l'autre. La solution proposée nécessite idéalement que chacun fasse le raisonnement en même temps, ce qui permet à la fin de mettre en valeur la fonction de la hâte au troisième temps, au moment de conclure, et démontre qu'une certitude peut être obtenue alors qu'elle repose sur la dimension proprement subjective du raisonnement de l'autre est essentielle à l'expérience analytique, contre l'objectivité certes démonstrative, mais sans issue quant à l'acte. Donc les trois prisonniers se dirigent en même temps vers la sortie, s'arrêtent et repartent chacun cette fois sur de leur pied. Jouer est une expérience créative fondamentale dans la vie, une thérapie en soi, disait Winnicott, qui entraîne une attitude sociale positive, mais qui peut se muer en quelque chose d'effrayant dans le playing, suivant les problématiques liées aux identifications, la question de la perte par exemple, que l'on retrouve par exemple dans le jeu d'échecs qui présente le damier de 64 cases. Viens à côté de moi, Arthur. Oui, pardon. Je suis allée faire un petit détour du côté du jeu d'échecs. Voilà, j'associe un petit peu. Rapproche-toi de moi, c'est mon écran. Voilà, on nous voit tous les deux. Le jeu d'échecs comporte des parties aussi, comporte trois parties. Un temps d'ouverture dans la mise en place de schémas répertoriés, un milieu de partie où la personnalité du joueur peut s'exprimer, et une fin de partie en épilogue, échec et mat, dans la mise à mort du roi. Échec et patte, signant aussi la partie nulle. L'échec, chez certains joueurs pris dans une identification massive au roi, a pu entraîner des situations de détresse chez des grands joueurs, voire des suicides. C'est un ami qui a été champion d'échecs qui m'expliquait ça. Donc, ça m'intéressait au jeu. La créativité permet à l'individu l'approche de la réalité extérieure. Mais le jeu de Go, c'est exponentiel par rapport au jeu d'échecs, je dirais. Il a environ 41 fois plus de combinaisons possibles que le jeu d'échecs. Il se déroule aussi en trois parties. L'ouverture,
Fuseki dans l'installation des premières pierres, la partie centrale, Shuban, plus combative, et le troisième temps, un temps de résolution ou de conclure, Yose, resserrement ou rétractation, qui permet le comptage à la fin de la partie. Le comptage est inhérent, psychanalyse, à la notion de répétition et de déplacement. Faire passer la jouissance à l'inconscient, dit Lacan dans Radiophonie, c'est-à-dire la comptabilité, c'est en effet un sacré déplacement. La question de l'initiative, j'ai bien aimé, aussi sainte, est un des enjeux tactiques et psychiques importants. C'est en jouant, et peut-être seulement en jouant, que l'enfant ou l'adulte est libre de se montrer créatif et d'utiliser sa personnalité tout entière. C'est de Winnicott. Et c'est seulement en étant créatif que l'individu découvre le soi. De là, on peut conclure que c'est seulement en jouant que la communication est possible, dit Arthur. Dans cette ère transitionnelle d'expérience, l'analyse s'effectue là où deux aires de jeu se chevauchent, celle du patient et celle de l'analyste. La troisième ère, celle du jeu, est un espace potentiel sacré, selon Winnicott, pour le sujet, dans la mesure où il peut, dans cet espace, faire l'expérience de la vie créatrice. J'associe, parce que ma petite fille de 4 ans et demi, je sais pas, son père l'empêchait de jouer parce qu'il trouvait que c'était sale. Elle jouait avec des bouts de bois à l'extérieur. Et puis j'ai dit, mais non, elle est en train de jouer, elle est là. Et 2 jours après, elle vient me voir, elle me dit, hein, mamie, c'est important, hein, le jeu pour l'enfant. Je lui ai dit, c'est très important, c'est comme ça que tu comprends le monde. Donc, dans ton livre, tu reviens aussi sur la lettre volée d'Edgar Poe, insistant sur la question du deviner. Et Freud avait insisté aussi sur la question du deviner par rapport au transfert dans la cure de Dora, où il n'avait pas su de deviner la gynécophilie. Il le dit à plusieurs fois dans la question du transfert. Ces pierres, elles sont bavardes et elles semblent animées, vivantes. Elles illustrent ce que Freud pensait du fonctionnement de l'inconscient collectif comme de l'inconscient singulier d'un individu. Lacan l'a aussi affirmé, le collectif n'est rien d'autre que le sujet de l'individuel. Et tu dis, Arthur, que les mouvements pulsionnels organisent globalement le cours de la partie. Et le jeu de Go invite à exprimer la pulsion de vie. Le yosumi est un point d'interrogation dans le fait de sonder l'adversaire sans agressivité. L'éthique du Go serait peut-être la mise en question de ma spontanéité par le yosumi d'autrui. Donc j'ai trouvé que la pulsion de vie était au travail. Les pierres adjacentes se lient entre elles pour former des unités des groupes dans un principe d'élargissement. Erweiterung, disait Freud dans sa préface des 3 essais. C'est un thème que je travaille beaucoup dans mes écrits, hein, cette notion d'Erweiterung, d'unité donc de plus en plus grande par liaison libidinale, dans une évolution donc de la forme morcelée, tu le rappelles, schizoparanoïde selon Bion, mais d'abord selon Mélanie Klein, et à sa suite, la forme structurée que va être permise par le dépassement de la position dépressive. Dans ce jeu, la pulsion orale est aussi au travail. Dans la terminologie utilisée dans le Go, certains signifiants sont frappants, comme capturer, manger. La capture s'effectue en encerclant, cernant, entourant la prise qui va être incorporée oralement à partir de l'approche d'un bord. Cela pose 2 questions. Celle de la pulsion d'emprise, mise en jeu, et celle de l'identification par incorporation orale. Tu nous développeras. Le plateau du Goban est donc un plateau strictement comptable, et les pierres dévorées, donc les pierres avalées, comptent des points. Le jeu de Go est une interaction sociale dans une course au point qui évoque aussi l'accumulation qui est le propre de l'homme, remarquez Lacan. On retrouve aussi, je n'ai pas eu le temps de le rechercher, je ne sais plus dans quel séminaire on le retrouvait, il disait que là où on trouvait des tas, il y avait eu de l'homme, des tas de coquillages, des tas... Donc, on retrouve aussi dans le jeu de Go la question de l'effacement du sujet, dont Lacan indiquait le risque dans l'idéalisation de la théorie des jeux.
L'interdit du même est respecté dans le jeu. La règle exige de jouer ailleurs. Et la pulsion de mort est aussi au travail, tu le relèves, dans une lecture qu'en faisait Françoise Dolto, en mettant les pulsions agressives au service de la vie, dans la lutte pour la vie, même en donnant la mort à un autre humain. Dolto disait aussi que ces pulsions de destruction, elles pouvaient être perverties, ce que je rappelais aussi dans mon livre L'énigme de la pulsion de mort, quand elles sont au service de la jouissance ou quand le sujet en est débordé pour Françoise Dolto, lorsque l'image dynamique du corps n'a pas pu être élaborée. Quand les pulsions de mort sont à l'œuvre, une grande douleur est présente, celle de la douleur éprouvée par le moi libidinal. Donc ça aussi, c'est aussi une question. Qu'en est-il du moi libidinal dans le jeu de mots? Voilà. Je te dis, hein, c'est sur quoi j'ai... Voilà. J'ai été très intéressée aussi par le signifiant de l'enfermement, Atari, qui crée une tension, une excitation, la menace d'une perte. Un groupe donc, peut donc enfermer un autre groupe de pierres qui n'auront plus qu'une seule liberté, un seul choix, sur laquelle leur respiration repose. Une tension qui peut entraîner des passages à l'acte. Cette seule voie de respiration n'a pas été sans m'évoquer la question du souffle, hein, pour cette culture asiatique du souffle. Dans la pensée chinoise, toute chose vivante ne l'est que par le souffle, qi, l'influx ou l'énergie vitale qui anime l'univers. Hein, ce concept qui a été introduit par Meng Tzu. Le souffle doit pouvoir circuler librement, sinon les flux d'énergie stagnent, forment des nœuds et peuvent déclencher des maladies dans la médecine chinoise aussi. Alors, Lacan a-t-il emprunté ce signifiant du nœud dans la pensée chinoise? Dénouer les nœuds est une technique respiratoire taoïste. Ça, je l'ai trouvé, je viens de lire un livre passionnant d'une femme qui a été ethnologue, qui a vécu 20 ans en Chine, qui s'appelle La forteresse des âmes mortes, et qui fait un gros travail sur le taoïsme, la conception de la mort dans le taoïsme. Dénouer les nœuds, donc est-ce que Lacan l'a emprunté là? C'est aussi un des effets de l'interprétation analytique. Et réduire au maximum les tensions relève du travail de désinvestissement de la pulsion de mort, qu'André Green qualifiait de narcissisme négatif ou narcissisme de mort, retrouvé dans la dimension tactique du Joseki. Un coup vrai, je dirais, que tu relèves aussi, que tu déplies l'acte où tes sujets peut faire basculer une situation et limiter la tendance au passage à l'acte. Cela me renvoie aussi à la notion de l'agir, sur laquelle je travaille actuellement, que Lacan avait élevé au rang du verbe dans le séminaire 18 d'un discours qui ne serait pas du sang. Voilà, donc il y a énormément de pistes qui s'ouvrent. J'ai aussi beaucoup apprécié la notion de connexité, liée à l'idée de voisinage entre groupes de pierres, élargissant les possibilités psychiques, hein, donc au service de l'Erweiterung. Connexité qui avait été évoquée par Lacan, tu le relèves, pour penser la vie psychique. La connexité en topologie s'énonce en termes d'ouvert et de fermé. Donc, cela rejoint donc cette Erweiterung dans une dynamique psychique en mouvement continu d'élargissement au service de la pulsion de vie. Freud avait cette notion, il en fera une véritable extension jusque dans la pulsion de mort et au-delà, qui le pousse dans l'au-delà du principe de plaisir. Freud déjà avait envisagé une dimension de spatialité. Certains penseurs actuels le rejoignent en défendant l'idée d'une dimension spatiale de notre relation au monde. Le terme connecté est courant chez les adolescents. Ah oui. Hein, on se connecte, voilà. Et j'ai beaucoup apprécié que tu insistes pour introduire sur la question de l'IA. Ça, tu vas nous développer, c'est passionnant, de remettre en premier Freud qui avait parlé du frayage. Ça, il faut que tu nous le développes. Voilà.
parce que dans le domaine de l'IA, pour la première fois, un humain a été battu au jeu de Go en 2007. Voilà. Donc le jeu de Go pourrait ouvrir tout un tas de potentialités sur la question de travailler sur les paramètres qui entravent l'apprentissage humain. Des chercheurs travaillent sur l'intérêt chez les enfants hyperactifs et peut-être dans l'autisme. Hein, voilà. Et toi, tu l'utilises dans tes thérapies, tu vas nous le développer. Après, en petite conclusion rapide pour te laisser la parole, je dirais qu'au commencement est le conflit. Dans notre tradition judéo-chrétienne, le meurtre de Caïn par Abel, le premier conflit. Et en Chine, dans les légendes chinoises, c'est le conflit entre le dragon noir et le dragon blanc, Haizi et Baizi, dans la légende chinoise. Et c'est de ce conflit que les dieux ont créé le jeu de Go, hein, pour résoudre ou, tu dis, canaliser la destructivité et le conflit. Et le conflit est nécessaire puisque c'est de la tension conflictuelle que procède toute chose. Et pour terminer, je voudrais associer avec un livre d'ancienne attachée culturelle du livre à Pékin que j'avais rencontré, Nicolas Itier, qui avait publié un très beau livre, La musique des pierres. C'est un livre qui parle d'un peintre, Liu Dan, qui est le peintre des pierres intérieures, celles qu'on ne peut ni saisir ni briser. Et ce peintre, Liu Dan, a l'idée de provoquer une révolution des profondeurs, une révolution des pierres triomphante, car sans but, sans dessein et patience. Voilà, je te laisse la parole. Après, je vais passer à la librairie. Merci beaucoup. Tu m'as donné du travail, hein, oui. Parce que vraiment, le livre est très, très dense. Je te reprends aussi. Oui. Et toi aussi, je vais pas parler de l'IA, j'ai déjà prévu beaucoup de choses. D'accord. Bon, déjà, je tiens à m'excuser pour le retard. C'est les trains et la neige parisienne. Exactement. Et du coup, j'arrive essoufflé, c'est-à-dire sans mon souffle, sans mon ki. J'ai un peu couru pour venir. Ki. Oui, mais en japonais. En japonais, ça se prononcerait ki. Et il se trouve que c'est un des noms. Alors là, japonisé depuis le chinois, un des noms du jeu de Go. Alors, ça ne s'écrit pas du tout comme le chinois, mais il y a une homophonie que les Japonais ils peuvent jouer avec ça. À midi, je déjeunais avec une jeune chinoise là, qui était une semaine à Paris et elle était très contente et il faut lui faire passer les textes. Alors, je me suis embarqué sur un titre qui vient d'une... j'ai pas réussi à savoir si ça venait d'un authentique proverbe chinois ou d'une citation de Borges qui serait donc «Le monde est une partie de Go dont on a compliqué les règles». Et donc j'ai voulu jouer à partir de ce proverbe et de proposer de la psychanalyse est une partie de Go dont on a compliqué les règles. Puis j'ai regretté un peu le titre, je me suis dit peut-être c'est plus prudent de dire une psychanalyse est une partie de Go. Peut-être pas la psychanalyse comme pratique, mais peut-être une cure analytique peut s'équivoquer, peut rejoindre la pratique du jeu de Go. Je vais vous parler brièvement du jeu, vous le présenter. Je ne suis pas sûr que vous le connaissiez tous. Je ne vais pas le développer sur les règles. Les règles, en réalité, ne sont pas si compliquées que ça. Mes deux filles ont appris à l'âge de 4 ans. Alors, ce n'est pas de très grandes joueuses à 4 ans, mais les règles sont relativement simples. Et à partir de règles très simples, on se retrouve avec un jeu d'une complexité vertigineuse. Ce qui fait que ça produit rapidement un effet de niveau. C'est-à-dire les joueurs progressent à mesure qu'ils découvrent le jeu. Il y a des effets de révélation comme ça. Ah mince, mais oui, c'est ça qui m'arrive à chaque fois. Je refais la même erreur. Et puis à un moment, on comprend quelque chose et on progresse. Alors, il y a tout un système de grades dans ce jeu qui a inspiré aux arts martiaux, le système de ceinture, de dan, etc. Voilà, donc c'est un très vieux jeu.
ne sont pas tous d'accord, les historiens, sur la date d'origine de ce jeu, mais ça serait au moins 5 siècles avant notre ère. Voilà. Quelque chose, on le présente souvent comme le jeu de stratégie. Même ça, c'est discutable. Est-ce que c'est vraiment un jeu de stratégie? Le plus ancien encore joué dans l'humanité. Qui est finalement, je vous disais, simple. J'ai lu une fois chez un anthropologue qu'il y avait une hypothèse selon laquelle c'était peut-être une sorte de symbolisation des pratiques de chasse, de vieilles pratiques de chasse. C'est-à-dire, si la chasse, ça consiste à encercler la proie, ben, c'est un jeu d'encerclement. C'est l'idéogramme qui a été choisi en chinois, l'idée d'encercler. Donc, ça vient peut-être de là, de cette pratique ancienne, antique, qui consiste à essayer de trouver de la viande pour le capturer. Ah, pour le manger. Et oui, Et voilà. c'est un jeu qui a évolué au cours de son histoire. Il a beaucoup longtemps été cultivé en Chine. Il a à plusieurs reprises été interdit en Chine. Il est passé en Corée et au Japon. C'est un peu les trois principaux pays qui ont pratiqué ce jeu. Le Japon, si je ne dis pas de bêtises, lui a donné sa forme finale. Les Japonais ont été pendant des siècles les, ceux qui ont fait honneur au jeu, qui l'ont gardé. Et aujourd'hui, bon, ce sont ces trois pays-là, ils jouent particulièrement. Vous avez en Chine des chaînes de télé qui sont dédiées toute la journée à passer des parties au Japon. Voilà pour la présentation. Disons qu'il y a peut-être deux aspects des règles du jeu qui vaut le coup quand même de préciser. Euh, le but du jeu, c'est de gagner. On gagne en créant des territoires, en délimitant sur le plateau des territoires. Donc, pour gagner, il faut avoir au moins un petit peu plus. Il suffit d'avoir un petit peu plus de territoire que l'autre. C'est une façon de gagner des points. Oui. Si je peux me permettre, peut-être un point qui est un point qui est très important pour distinguer les jeux de stratégie auxquels les gens sont habitués, type échec, dame, etc. Il n'y a pas de déplacement. Oui, voilà. On a dit tout à l'heure qu'on déplaçait les pierres, il n'y a pas de déplacement. C'est ça qui est une différence fondamentale dans la pensée du jeu par rapport aux échecs ou aux dames, qui sont des camps qui s'affrontent avec des pièces qui se déplacent. Là, il y a des pierres qui sont posées à un endroit. C'est ça. Alors, les pierres, on ne peut que les poser et les retirer quand elles sont, quand elles sont capturées. Mais pourtant, il y a des choses qui se déplacent. Il y a des rapports de force qui se déplacent sur le plateau, des points, on va dire des points d'intérêt, peut-être même des points d'excitation sur le plateau où on sent que là, il y a une zone qui a un intérêt particulier. Ça produit des effets d'urgence, de fonction de la hâte, dirait Lacan. Et l'autre façon de gagner des points, c'est de capturer, donc en encerclant, en entourant l'autre. Il y a à la fois quelque chose, on peut y voir quelque chose à la fois d'agressif, par les pulsions d'emprise, effectivement, il y a quelque chose d'agressif là-dedans. Quand on voit ses propres pierres encerclées sur le plateau, il y a une part de soi qui flippe. Mais je crois qu'il y a aussi quelque chose d'une douceur dans ce moment-là d'encercler. C'est-à-dire que tout encerclement n'a pas vocation à absolument capturer l'autre. Effectivement, c'est un encerclement pour gagner quelque chose, mais pas forcément pour capturer l'autre. Et il y a des formes de façon d'amadouer par rapport au contact des pierres de l'autre. Peut-être historiquement, alors c'est un des jeux aussi qui avait droit de citer par les cours impériales, que ce soit en Chine ou au Japon. Et il y a un autre lieu donc, dans les cours des empereurs, il y avait le Go, la calligraphie, la musique et la peinture, qui étaient les 4 arts autorisés à les cours. Et il y a un autre endroit où on a beaucoup joué au Go de façon marginale, littéralement, c'est dans les maisons closes, auprès des geishas. Ah oui. Et donc il y a quelque chose d'une proximité de l'érotisme, de la sexualité parfois la plus débridée, et de cette espèce de jeu qui peut vite tirer sur des choses de rationalisation excessive, d'intellectualisation, etc. On pourrait dire 1000 autres choses sur le jeu de Go, sa présentation, mais je vais m'en tenir là. Je voulais indiquer
Je pense que chaque joueur de Go a un rapport un peu singulier, donc je voulais dire deux mots de mon propre rapport à ce jeu-là. Euh, donc, je viens de l'île de la Réunion et l'endroit d'où je viens, ça s'appelle Plateau Caillou. Et je suis arrivé, et voilà, c'est mon signifiant d'origine, ma scène originaire. Et donc, je suis arrivé en métropole à 18 ans. Et ma grande question à l'époque, c'était des questions de quand est-ce que je revois ma famille, la continuité territoriale, ces questions. Et ce qui est venu m'accueillir en métropole, c'est le jeu de Go. C'est-à-dire j'ai vite pris contact avec la communauté réunionnaise de la petite ville Toulouse, où je me trouvais. Je m'excuse auprès des Toulousains. Mais tu t'encerclais. Oui, c'est ça. et on a commencé à tous beaucoup jouer au Go, alors que moi j'étais pris dans une nostalgie. À l'époque, je ne faisais pas le lien. Plateau caillou me manquait et j'étais en train de poser des pierres, on appelle ça des pierres, jeu de Go, sur un plateau. Et je ne faisais pas le lien. Et j'ai été un joueur compulsif là, pendant mes premières années en métropole. C'est aussi un aspect important du jeu de Go, savoir si les pierres, les groupes de pierres sont d'un seul tenant ou pas. Ça, c'était ma question à l'époque. Est-ce que mon inscription dans un territoire est d'un seul tenant ou pas? Je sentais bien que pour voir ma famille, il y avait un océan à traverser, il y avait un continent à sauter, ce n'était pas d'un seul tenant. Après, j'ai vieilli, j'ai fait des études, et puis un jour, j'ai ouvert un cabinet à Toulouse, toujours, rue de l'Écharpe. Et dans ce cabinet, à un moment, j'ai rencontré un adolescent qui est le premier à qui j'ai proposé de jouer au Go avec un psy. Alors, il a soulevé un sourcil, il m'a dit qu'il aurait préféré jouer aux échecs, en m'expliquant qu'il avait très envie de battre son père aux échecs depuis très longtemps. C'était un peu son objectif dans la vie. Alors moi, ça va d'autant plus, je n'avais pas envie de me battre sur ce terrain-là. Et je lui ai présenté le jeu. Fondamentalement, c'est faux ce que je lui ai dit. J'ai rajouté une règle, mais c'est comme ça qu'on me l'avait présenté. Quand on m'a présenté le jeu de Go, on m'a dit, si tu gagnes trop, ça veut dire que tu as perdu. Ça veut dire que la partie n'était pas bien équilibrée. Au jeu de Go, pour équilibrer une partie, on peut mettre des pierres d'handicap pour que le joueur le plus avancé dans le jeu parte un peu, on égalise un petit peu le début de la partie. Et donc, cet ami qui m'avait présenté le jeu m'avait dit, ben, si tu gagnes de 50 points, il n'y a pas de quoi te réjouir, c'est juste que la partie était déséquilibrée, on la rejoue et on équilibre mieux. Ce n'est pas exactement la réalité du jeu, mais c'est comme ça qu'on me l'a présenté. Je l'ai présenté comme ça à cet adolescent, et on a commencé à beaucoup jouer. Et puis, il y a un moment, il y a quelque chose qui s'est produit sur le plateau. Alors, le nom japonais de cette situation, ça s'appelle un shicho. En français, on appelle ça un escalier. Donc, c'est une situation où on se retrouve un peu pris au piège parce que la situation se répète et ça se répète en marche d'escalier, comme ça. Et c'est le déroulé de cette séquence est absolument prévisible et en général, on conclut que ça va mal finir pour celui qui persévère. Donc, la bonne attitude devant un shit show, généralement, c'est de ne pas persévérer, d'abandonner la situation, d'aller jouer ailleurs, de faire tenuki. Et cet adolescent joue une première fois l'escalier. On fait le constat ensemble que ça ne lui réussit pas. Et puis une deuxième fois, je fais remarquer, tiens, c'est déjà arrivé ça sur le plateau. Puis une troisième fois, ce garçon n'est pas bête. Enfin, il voit bien qu'il y a un truc qui se répète. À chaque fois, il dit ah merde, qu'est-ce qui se passe? Et puis à un moment, il rejoue l'escalier et cette fois-ci, il persévère en faisant exprès. Je lui ai fait remarquer, je lui ai dit tiens, ça se reproduit. Et là, il le refait. Et je vois bien qu'il est là, cette fois-ci, il y a quelque chose d'un peu particulier, il est un peu ému. Et il se met à me dire est-ce que je peux vous dire quelque chose, mais est-ce que vous allez le dire à mes parents? Je ne sais pas trop, je lui dis ça dépend. Et donc, à ce moment-là, il m'explique qu'il a une grande passion avec des copains actuellement, c'est de monter très très haut sur les escaliers de grands bâtiments du centre-ville de Toulouse pour explorer les toits de la ville et les tuiles,
alors je me crispe un peu sur mon fauteuil, je trouve ça dangereux, je lui dis. Et, euh, et on fait le lien. Je lui dis, mais regarde cette histoire d'escalier, c'est intéressant que tu m'en parles à ce moment-là, hein, au moment où on rejoue cet escalier à nouveau et qu'il y a quelque chose de tracassé. Pour moi, alors lui, ça a été, on va dire, un micro-événement du suivi. Je ne sais pas. Mais pour moi, ça a eu un effet d'événement dans mon rapport au jeu de Go. Là, j'ai réalisé qu'il y avait peut-être bien plus de choses que ce que je croyais de prime abord. C'était un pari que je faisais d'emblée, mais à ce moment-là, tiens, il y a une dimension, alors là, à mon avis, métaphorique du jeu, qui a pu lui permettre d'exprimer quelque chose et de éventuellement faciliter une parole. J'ai commencé à écrire ce livre pendant un confinement, c'est-à-dire quand j'étais encerclé de quatre murs. Et que la question de où est-ce que je peux aller, est-ce que je peux m'échapper, à l'époque j'étais dans la campagne ariégeoise, les questions d'échapper sont également très importantes au jeu de Go. Et j'ai commencé à écrire ça. Là, j'intellectualisais la chose en me disant, tiens, bon, évidemment, c'est en rapport avec ce confinement. C'est que c'est uniquement après la publication du livre que j'ai rétrospectivement compris ce que j'étais en train de mettre au travail à ce moment-là. Parce que j'étais pas que en confinement, j'étais aussi en deuil à cette époque. J'avais perdu ma petite sœur 3 ans plus tôt. Et la question de savoir comment était ma sœur, comment était le corps de ma sœur, pour le dire sobrement, d'un seul tenant ou pas, était une question très importante pour moi à cette époque. Et finalement, en relisant le livre à tête reposée, je vois bien que chaque situation que j'expose, sous couvert de parler clinique, je vois bien qu'il y a des choses à moi qui se sont retranscrites dans le livre, des préoccupations à moi, de façon très discrète et finalement jamais explicitée. Je l'explicite pour la première fois aujourd'hui. Merci. Voilà. Donc ça dit quelque chose de mon rapport au jeu de Go. Depuis 3 ans et demi, je travaille dans une clinique psychiatrique. C'est de la psychiatrie adulte spécialisée, c'est non mixte, hein, que des femmes. Et je joue beaucoup avec les patientes, notamment alors, ou bien en individuel, en séance individuelle, ou bien dans des ateliers thérapeutiques que j'aime beaucoup, en petits groupes. Alors, tout au long du livre, j'ai soutenu une idée en m'appuyant très fort sur Winnicott, que la psychanalyse, c'était une forme de jeu. C'était une activité ludique. Ça ne va pas de soi de dire ça. Euh, de la même façon, nous, en France, on dit que le jeu de Go est un jeu, mais ce n'est pas une évidence au Japon, par exemple. Il n'est pas dit que le jeu de Go, ça soit un jeu. Assez spontanément, ça pourrait se ranger comme un art martial. Il y a cette dignité d'art, en tout cas. Ouais. Est-ce que ce serait un do, un tao, quelque chose de cet ordre-là? Est-ce qu'il y a quelque chose comme un nom, go, do, il y a do? Alors, moi, je le dis dans mon livre, je le pense comme ça. Je ne crois pas à trahir ni le jeu, ni pas mal de joueurs qui s'engagent vraiment, qui engagent une existence là-dedans. Mais à ma connaissance, je ne l'ai jamais vu écrit. Mais ça, c'est tout à fait cohérent. On peut tout à fait penser de la même façon qu'il y a un judo, un aikido. Oui. Tao, la voix, Et oui. le grand signifiant. Shaido, la voix du thé. Shido, a été inventé. Donc, bon, de la même façon que la psychanalyse est-elle un jeu, ça n'a pas de soi. Le jeu de Go est-il un jeu? C'est une pratique. Plus prudemment, je dirais ça comme ça. Ce qui apparaît là, et beaucoup des choses que j'ai pu dire sur le jeu de Go peuvent tout à fait s'élargir à tout un tas de jeux. Par exemple, il y a deux couleurs, noir, blanc, c'est toujours noir qui commence. Évidemment que quand on joue un jeu avec, on a des couleurs qui nous représentent, ben, il y a
cas du côté de la névrose, il y a assez évidemment, il y a une identification spontanée à la couleur qu'on joue. Par abus de langage, je vais dire, il m'encercle. C'est pas moi qui l'encercle, c'est les pierres qui l'encerclent. Mais cette identification, je crois que c'est la même qui existe quand je dis « je suis Arthur ». C'est-à-dire, je m'identifie à un signifiant, mais en vérité, c'est juste un mot, c'est juste un signifiant, mais je suis pris dans cette illusion sociale commode, alors que je ne suis pas un signifiant. Je ne suis que représenté par ce signifiant. Bien de la même façon, sur un plateau de jeu, je ne suis que représenté par les pierres auxquelles je m'identifie. Mais quand, en face de moi, j'ai un patient psychotique qui joue, cet écart métaphorique entre moi et mes pierres sur le plateau, il ne va pas toujours de soi. Il y a une situation dont je parle un petit peu dans un chapitre, où une patiente s'arrête de jouer à un moment de la partie. Alors, c'est une patiente qui ne me parle pas tout de suite, qui mettra quelques séances avant de mettre les pieds dans le plat des difficultés qu'elle rencontre dans l'existence. Ce que je remarque au niveau de son corps, c'est qu'elle est dans une agitation motrice constante, avec notamment un frottement de sa peau, la peau de son bras, tout le temps. Tout le temps. C'en est difficile aussi d'être avec elle, puisqu'il y a toujours ce mouvement, cette agitation. Elle, on me dit qu'elle était grande joueuse d'échecs. Elle a beaucoup joué aux échecs et qu'il y a un moment où elle a comme fait une overdose du jeu d'échecs. Et quand je lui propose de jouer au Go, je ne savais pas qu'elle avait un rapport particulier à un jeu de plateau. Elle comprend très très vite les règles et très très vite elle joue des coups, on dirait pertinents pour son niveau de débutante. Il y a beaucoup de pertinence qui se révèle. Il y a un moment, on est en train de jouer une partie où elle et moi nous construisons chacun notre frontière. Nos deux frontières sont au contact l'une de l'autre, comme ça arrive souvent dans le jeu. Et elle s'arrête subitement de bouger. Je lui fais remarquer, il me semble qu'il se passe quelque chose, là vous ne bougez plus. Et elle fixe le plateau comme sidéré par une région très précise du plateau. Et elle me l'indique, cette région, et elle me dit, mais là, est-ce que vous pourriez me couper? Je me souviens, j'avais été étonné, cette idée de couper, c'est déjà du vocabulaire de Go. Donc spontanément, elle a retrouvé le signifiant habituel de là, est-ce que vous pouvez me couper? Ce que j'avais déjà commencé à faire à l'époque, c'était de lui proposer, dans ma tête, j'appelle ça un petit laboratoire, quoi. Eh ben, essayons, voyons. Donc, je lui donne les deux couleurs. Je lui donne les deux couleurs, la mienne et la sienne. Je lui dis, essayez différents scénarios. Voyez si, effectivement, blanc peut couper noir à ce moment-là. Et elle essaye, il y a 2 ou 3 variations plausibles qui existent. Elle essaye et elle constate qu'il n'est pas possible que je la coupe, que je coupe sa frontière, que je fasse intrusion dans son territoire. Et je lui confirme qu'effectivement, ça ne me paraît pas possible de la couper, sa frontière est sûre. Malgré ça, malgré cette vérification qu'elle a pu faire elle-même et malgré la confirmation que je lui fais, elle joue un coup supplémentaire pour surprotéger sa frontière. Oui. Alors, littéralement, elle perd un point en faisant ça. Peu importe, mais elle décide de surprotéger sa frontière. Et là, elle me parle. Et là, elle me livre une histoire dans laquelle elle m'explique avoir été séquestrée par un homme quand elle était encore mineure, qui était son amant, qu'elle avait été poignardée à plusieurs reprises et laissée pour morte dans une salle de bain. Elle me raconte cette histoire effroyable, juste après une histoire de coupure de la frontière. Et je fais le lien, elle le fait immédiatement, et il me semble que cette personne, c'est un rapport non métaphorique qu'elle a eu à ces pierres. Il y avait quelque chose d'assez direct qui se jouait. Oui, voilà. Littoral. Pas métaphorique, mais métonymique. Voilà. Là, je crois que c'est la deuxième situation que je vous raconte où
ce qui se déroule sur le plateau, je ne l'ai pas dit, mais c'est une évidence, c'est un jeu non-verbal en fait. C'est un jeu où on n'a pas besoin de parler avec des signifiants, mais on parle avec les mains, on parle en posant des pierres. C'est un des surnoms du jeu en japonais. Shodan, c'est parler avec les mains. C'est un dialogue. Et dans ce mode d'interaction sociale, qui est le jeu de Go, la parole est pratiquement disqualifiée. On n'a pas besoin d'en parler par le langage. Dans le roman de Shansa, la joueuse de Go, qui raconte une rencontre entre un militaire japonais et une joueuse de Go chinoise, le militaire, à un moment, a l'air dépité, il comprend que la joueuse en face n'en a rien à carrer de la parole. Elle n'est pas là pour parler, en tout cas pas avec des signifiants. Elle, ce qui compte pour elle, c'est la parole sur le plateau. Comme écriture. Et voilà, alors langage. c'est sans doute une forme d'écriture parce que c'est une parole, contrairement à la parole dont la parole vole, là l'écrit sur le plateau, les pierres restent. Il y a quelque chose qui est fixé. C'est vrai, sur le temps, puisque chaque partie, ça recommence, et puis encore une autre. C'était intéressant, là, l'exemple où tu montres, on prenait en photo le plateau de peur que les personnes le dérangent. Oui. Je me souviens, on a joué une partie avec une patiente, mais notre plateau, alors cette partie. Ça l'angoissait beaucoup. Voilà, régulièrement, cette patiente jouait 3-4 coups très pertinents. J'avais vraiment le sentiment qu'elle ne trahissait pas qui elle était. Quand je dis pertinent, ça ne veut pas dire au regard de l'efficacité pour gagner la partie. C'était des coups qui me paraissaient vrais, qui disaient bien quelque chose ou bien son anxiété du moment, ou bien sa disponibilité à une activité ludique plaisante. J'avais l'impression que ça retranscrivait bien qui elle était à l'instant de la rencontre. Et puis, il y a eu régulièrement, au bout de 3-4 coups, elle paniquait et elle se trahissait totalement et elle-même était déplorée les coups qu'elle avait joués. Donc, ce que je lui ai proposé comme petit dispositif, c'était on ne jouera jamais plus de 3 coups le même jour. Donc, on a déposé un plateau de Go dans un des salons du service, un salon public, c'est-à-dire qu'à tout moment, n'importe quel autre patient pouvait passer à côté de notre plateau de jeu et peut-être déplacer les pierres, ce qui aurait embêté tout le monde. Et on avait un système, donc quand on déplaçait le plateau à droite, ça voulait dire que c'était à mon tour de jouer, quand c'était déplacé à gauche, ça voulait dire que c'était à son tour de jouer. On passait régulièrement dans la journée, et puis on jouait comme ça, sans se rencontrer vraiment physiquement. On avait nos séances quand même par ailleurs, mais... Et à un moment, on a pu constater qu'aussi bien elle que moi prenions des photos du jeu. De la scène. Parce qu'on avait peur, en fait. On avait peur que quelqu'un vienne embrouiller notre dialogue, ce qui est arrivé une fois. Une patiente malicieuse est venue déplacer des pierres qu'on a pu remettre à leur place. Je ne me rends pas compte à quel point je suis en retard ou pas. Non, on est bien. Moi, je peux parler des heures. Oh, oui, c'est bon. Peut-être un aspect qui me paraît important dans ce jeu, c'est que c'est un incroyable terrain d'expression. Si on essaye de compter le nombre de coups possibles, c'est rapidement exponentiel. C'est d'ailleurs pour ça que ça n'est que assez tardivement que les intelligences artificielles, l'ordinateur a été capable de battre efficacement l'humain. C'est parce qu'il y a trop de possibilités. Pour la partie d'échecs, il me semble qu'il y a une quarantaine de couples de 2 premiers coups. Mais alors, au jeu de Go, pour les 2 premiers coups, on a déjà plusieurs milliers de scénarios possibles. Ça monte très, très vite. Et le joueur qui est retenu et tout, qui est impressionnant, le joueur dont tu parles, le champion dont tu parles. Lee Sedol. Oui. Oui. Ben, oui. Je vais venir après. Donc, en fait, moi, ce qui m'a intéressé, c'est la signification des coups sur un plateau. Qu'est-ce que, en fait, à chaque fois qu'on pose une pierre, mais en réalité, au-delà de ça, à chaque fois qu'on fait un acte dans la vie, qu'est-ce que ça veut dire? La question peut se poser à chaque fois. Et il y a des coups
Ça, je pense que les joueurs de Go s'en rendent assez vite compte, des coups, on va dire, téméraires, alors qu'il y a des coups plus peureux, des coups moins ambitieux. Il y a des coups qui ont une saveur d'anxiété. Il y a des coups qu'on pourrait qualifier d'arrogants, qui méritent d'être sanctionnés. Je ne crois pas, trop trahir. Je pense que les joueurs de Go peuvent sentir ces aspects-là dans le jeu. Les caractères. Oui. On écrit la question par rapport à la question initiale. Est-ce que la psychanalyse, si on peut revenir à cette question-là, s'il y a un caractère joueur de Go, et si on se réfère à ces caractérologies qui sont populaires dans la langue pensée chinoise ancienne, qui s'appelle Jen Zhe, qui est traduit par traiter les capacités humaines au IIIe siècle, à peu près, bon, le stratège, le censeur, le scribe, enfin voilà. Est-ce que donc le joueur de Go, c'est le stratège finalement, son caractère? Est-ce que donc ces affects qui sont décrits, le coup anxieux, découlent comme ça d'une disposition? Parce que ce que vous disiez par rapport à l'érotique aussi, c'est très intéressant parce que ça change. Parce que parfois, est-ce qu'on n'a pas envie de jouer pour perdre par opposition à gagner? Si on prend l'IA aussi comme voilà, l'IA peut gagner le jeu de Go, mais quand on joue pour perdre, on peut perdre, c'est que ça s'appelle l'amour aussi d'une certaine façon. Et donc, comment est-ce que parce que c'est ça que ces coupures, enfin, c'est très intéressant. Ça surgit à nouveau, on sait qu'on va perdre. C'est des trucs de littéralité, À ma connaissance, il n'existe pas une caractérologie des joueurs de Go que je sache. Mais après, la littérature du Go est si vaste et elle est asiatique pour la majeure partie, je n'ai pas vraiment accès. Mais à ma connaissance, ça n'existe pas. Par contre, il y a cette idée assez répandue que jouer une partie de Go, c'est un mode d'accès à l'autre. C'est une façon de rencontrer l'autre. Oui. Et je dirais pas n'importe comment, c'est-à-dire le rencontrer aujourd'hui. C'est là maintenant, dans cette partie, c'est presque une façon de demander, de sonder l'autre, comment tu vas aujourd'hui? Comment tu te positionnes sur le plateau face à moi, face à mes propositions, une affaire de proposition. Est-ce que vous serez d'accord pour dire que, je reprends encore le comparatif par rapport à des jeux de stratégie, on va dire les pièces disparaissent au fur et à mesure, comme nos dames, les pièces sont relevées au fur et à mesure du plateau. Là, au contraire, les pièces sont posées au fur et à mesure, et il y a une construction commune qui va donner, en fin de partie, cette disposition unique de cette partie-là qui a été construite à deux pendant l'ensemble de la partie. Oui, ça dit quelque chose de l'autre. Alors, Monique citait Emmanuel Lévinas, qui est un auteur qui compte beaucoup pour moi sur les questions d'éthique. Emmanuel Lévinas définissait l'éthique comme la mise en question de ma spontanéité par la présence d'autrui. Donc, pour mieux dire ce que je disais tout à l'heure, c'est pas tellement qui est l'autre, mais c'est qui est-il face à moi? Qui sommes-nous là en ce moment, dans cette rencontre-là? Je ne les tire pas tout à chaque fois, mais vous sentez qu'il y a des passerelles avec la psychanalyse. C'est-à-dire, c'est pas n'importe quel psychanalyste que je me suis choisi. Mon analyse, eh ben, elle prend la forme qu'elle a parce que j'ai choisi tel analyste et pas tel autre. Et c'est une histoire qui s'écrit à deux. Pour la cure analytique, c'est absolument vrai aussi pour une partie de Go. Et avant de rejouer deux fois la même partie, il va falloir en jouer des millions. Certains analystes ouvrent davantage les analysants, je dirais, vers la créativité. Oui, c'est vrai. Oui. Alors, oui. Il y a quelque chose assez manifeste sur le plateau de jeu. Alors, sur les caractérisations que j'ai données, arrogant, etc., il y a matière à discuter. On ne serait pas tous d'accord sur comment qualifier tel ou tel coup. Par contre, la dimension de l'agressivité d'un coup, on peut assez vite tomber sur un consensus. Il y a des coups où là, vraiment,
c'est agressif, c'est attaquant, c'est direct, c'est frontal. Euh, quand j'accueille des stagiaires dans mon service et que les stagiaires, je vois qu'elles s'intéressent, elles, parce que j'ai que des femmes, quand elles s'intéressent au jeu de Go, souvent elles ont une prudence en disant oui, mais je ne suis pas sûr de savoir suffisamment bien jouer pour accompagner ce groupe. Je les mets vraiment à l'aise là-dessus. Écoutez, de toute façon, la plupart des patientes du service sont de grandes débutantes aussi. Prenez ça comme un terrain de rencontre et puis vous verrez bien ce que ça donne. Mais j'ai juste une précaution à leur donner, c'est faites quand même quelques parties, ou bien avec moi, ou bien avec les infirmières, ou bien en ligne sur des sites dédiés, et posez-vous la question de l'agressivité des coups. C'est-à-dire, en gros, je leur demande, soyez au clair sur votre propre agressivité, comment l'agressivité se retranscrit sur un plateau de jeu. Par rapport à jeu de perdre, comment est-ce qu'on négocie cette question-là de l'agressivité si on joue pour gagner? Est-ce qu'une position, on va dire, éthique, justement, dans ce système-là, est-ce que pour vous, l'analyse, c'est que pour perdre dans le jeu de jeu? Est-ce que c'est pas ça qui distinguerait d'un joueur qui, justement, n'a pas un parcours analytique? Et oui. La question m'est posée presque dans les mêmes termes par les patientes. Mais là, vous me laissez gagner. Oui. Cette inquiétude-là. Ça les interpelle. Voilà, oui. La patiente me dit, moi, je veux jouer pour gagner. Est-ce que vous êtes en train de me laisser gagner? Donc, là, vous parlez aussi que des parties avec des femmes. Et ça, dans la question de l'amour qui est mise en jeu par jouer pour perdre, ça change la donne, justement, parce que la question des identifications compétitives, de gains, de profit, etc., masculines, ne sont pas mises en jeu. Littéralement, hein, là, je ne veux pas appeler le mot, il y a une mise en jeu, des enjeux, donc, par rapport à la question éthique, hein, puisque c'est ça que vous soulevez en abordant le thème de l'autre. D'ailleurs, est-ce que c'est avec un A ou un petit A ou un grand A? Ça, je ne sais pas, donc ce que vous dites, ça reste en suspens. Ça, c'est... Il y a beaucoup de questions dans ce que vous... il y a des souvenirs de parties qui me reviennent sur la question de l'éros, qui est effectivement très importante dans les deux contextes, de l'analyse et de alors, il existe ce qu'on appelle des rengo, c'est des parties par équipe. Et donc, dans un atelier, on avait joué une partie par équipe. Donc, il y avait 3 patientes et moi, je faisais le 4e joueur. Donc, je me retrouvais dans la même équipe qu'une patiente. Les 2 autres étaient 2 patientes des jeunes adultes d'une petite vingtaine d'années. Et la patiente qui jouait dans mon équipe, donc, avec qui on partageait la même couleur, l'idée c'est que les 2 joueurs d'une même équipe partagent la même couleur, on joue chacun son tour. La règle prévoit qu'on ne communique pas sur une stratégie commune, donc on doit deviner ce que l'autre veut, qu'elle voit, hein, que veut l'autre. Et les 2 autres, nos 2 adversaires, manifestement prenaient un grand plaisir à jouer. Ça rigolait, ça tentait des trucs sur le plateau, il y avait du plaisir. La patiente qui jouait avec moi tirait manifestement la tronche. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Elle était, et en fait, très rapidement, dès le début de la partie, alors on jouait vraiment sur un grand plateau, un 19-19, il y a 3 tailles de plateau. Là, on jouait sur un grand plateau, et ce qu'elle jouait, chaque fois que c'était son tour, elle jouait une pierre à côté d'une autre, puis à côté d'une autre, ce qui en termes ludiques, c'est à peu près aussi passionnant qu'enfiler des perles, pour qu'elle ne soit pas très, très heureuse de cette partie. Mais en faisant ça, elle me permettait, moi, de jouer des coups intéressants. C'est-à-dire, puisque elle faisait des choses utiles, pas passionnantes, mais utiles, elle emmagasinait des points comme ça. C'était pas passionnant, mais voilà, elle créait un territoire très compact, inattaquable. Et finalement, personne ne venait jouer dans sa région du plateau. Mais elle me libérait la possibilité de jouer ailleurs. Puis, une fois que la partie est finie, on a un temps de parole, on commente la partie, quel est le moment qui vous a intéressé dans cette partie, sur lequel vous voulez revenir, Et moi, je mets les pieds dans le plat.
je lui demande, j'ai eu l'impression que vous n'aviez pas eu tellement plaisir à jouer. Et elle laisse échapper une espèce de tu m'étonnes un peu acerbe. J'avais bien repéré. Et, euh, et je lui demande ce qui se passe. Donc, sa première réaction est très défensive. Elle dit ah non, 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 ça va, aujourd'hui, ça va pas trop fort. Et puis, elle consent à dire que je l'agace, quand même. J'avais cru comprendre. Et, euh, et je lui demande de m'expliquer, en fait, l'agacement. Et alors, elle va me dire euh, en fait, c'est moi qui fais tout. Alors, c'était sa lecture, c'était sa vision des choses, hein. C'est moi qui fais tout, et du coup, bah, vous êtes là à vous occuper des autres patientes, et moi, bah, en fait, vous en foutez. Alors, la réaction des deux autres patientes, c'est mais non, dis pas ça. Euh, Moi, ça m'a évoqué notre séance immédiatement avant, en suivi individuel. Elle reprochait à son mari de lui laisser faire toutes les tâches ménagères les plus chiantes, pendant que lui, il y avait une suspicion de rester un petit peu après le travail, voir les collègues, passer du bon temps à l'extérieur, sous couvert d'avoir des activités professionnelles très prenantes. On comprenait bien qu'en fait, il allait boire un coup avec les collègues, enfin, réunion de travail. Et, la façon qu'elle a eue de commenter son agacement par rapport à ce qui se jouait sur le plateau, je voyais bien que le reproche qu'elle m'adressait, c'était le même qu'elle adressait à son mari. Une autre situation. Oui, Ouais. attends, ce reproche, pour moi, je l'entends, il est pris dans de la demande. Oui. À la demande oui, d'être oui. plus aimé que les autres patients. Oui. Voilà. Comme l'autre patiente aussi qui vérifiait auprès de toi si le coup qu'elle avait joué était bien. Tout ça, c'est pris dans la demande et dans l'amour de transfert. Oui. Moi, j'ai trouvé intéressant dans la clinique là, que tu développes avec ces patientes parce que j'ai trouvé que ça facilitait l'ouverture, je dirais, d'expression, de la représentation et de la capacité d'association. Certainement. Et je me disais, est-ce que ça peut être utile aussi chez les personnes qu'on dit un petit peu opératoires, là, pour qui l'accès à la parole va prendre des lustres et des mois de travail, comme si quelque chose pouvait être acté plus vite dans le travail. Alors, oui, on peut faire des choses intéressantes avec des personnes qui sont dans un registre opératoire ou archaïque, mais j'ai une situation qui me vient, Oui. mais je ne sais pas si j'en tirerai un enthousiasme excessif. Oui, voilà. il faut faire... oui. C'est-à-dire, bon, pour moi, le jeu de Go, c'est un jeu. C'est-à-dire, dans la communauté des joueurs de Go, par exemple, il est beaucoup, enfin, il y a l'idée qui est répandue que pour pouvoir parler du jeu, il faut être bien avancé dans le jeu. Il faut être au moins troisième dan pour tenir. Et moi, je ne suis pas troisième dan. Je ne suis pas très, très, très avancé. Et donc, je suis assez ouvert à l'idée de jouer des parties un peu au ras des pâquerettes. Et je pense qu'il y a des choses très intéressantes qui se jouent, également dans des parties très simples. Et il y avait cette dame qui me dit n'avoir jamais joué de sa vie. C'est une dame qui doit avoir pas loin de 70 ans, je dirais, Oui. qui n'a jamais joué de sa vie, qui est travailleuse manuelle et Qui n'a jamais joué au jeu de Go rien du tout. jeu. J'investigue, peut-être vous aviez des poupées, peut-être vous aviez des choses. Non, elle n'a jamais joué du tout. Et quand elle me parle de son travail, elle travaille dans le textile, apparemment, il n'y a pas de dimension ludique dans son rapport à l'activité manuelle. On peut le trouver parfois. Il y a des gens qui ont un rapport ludique, qui jouent, mais ça n'a pas l'air d'être son cas. Et elle se retrouve dans un état très dépressif, peut-être mélancolique. Alors, elle est assez vite, la psychiatre du service, assez vite lui propose des sismothérapies. Et moi, je la rencontre dans cet atelier de jeu de Go où elle se sent un peu perdue. J'ai une attitude un peu contenante, un peu chaleureuse. Et je propose qu'on se rencontre, je mets le plateau et elle a regardé, elle a vu faire les autres patientes mettre des pierres. Et elle pose des pierres. Il n'y a pas tellement de sens dans le
jeu. Elle répète juste je sais pas, je sais pas, je sais pas. Et j'accepte de jouer avec elle. Elle a à peu près compris l'idée qu'on entoure. Et donc, on va faire ensemble, on va répéter pendant des heures des paquets de pierres. Elle fait un paquet de pierres au centre du plateau que moi j'entoure. Et puis elle m'entoure. Et puis elle m'entoure. Et puis au bout d'un moment, on va capturer les pierres centrales, que ce soit les miennes ou les siennes. Et puis on recommence. Et il y a cette espèce de paquet qui grossit. On ne respecte pas toujours les règles du jeu, mais ce n'est pas grave. Et on est dans quelque chose d'assez archaïque là, à ce moment-là. Il y a une patiente, là par contre, pour qui j'aurais plus d'enthousiasme, avec qui on a joué à un niveau. C'est la toute première patiente avec qui j'ai joué dans ce service de psychiatrie. Très vite, je comprends qu'on la prend pour une débile. Et elle aussi, elle se prend pour une débile. Et quand je dis en équipe que je vais lui proposer de jouer au Go, je vois des regards perplexes. On dit, oh, avec Madame Intel, c'est pas. J'ai dit, bon, voyons. Et donc, on va avoir notre petit rituel du matin. Tous les matins, alors que j'ai à peine bu mon café en arrivant dans le service, je joue avec cette dame au jeu de Go. Alors, cette dame, elle a une particularité, c'est que quand elle parle, on ne comprend pas bien ce qu'elle dit. Elle a une façon, je n'arriverai pas à l'imiter, mais elle a une façon de dire oui, ou on dirait qu'elle veut dire non. Elle arrive à prononcer simultanément oui et non dans un même mot, où je suis incapable de. Régulièrement, je dois lui demander, mais vous avez dit oui ou non? Et sur le plateau, alors normalement, on joue sur les intersections du plateau, et elle, ni oui ni non, elle joue entre les deux. Elle joue sur la ligne qui sépare les deux intersections. J'ai surpris un mouvement de ma part, un mouvement orthopédique, où j'ai vu mon bras se diriger vers le plateau pour rapprocher sa pierre de l'intersection la plus proche, et puis je me suis abstenu. Non, enfin, je ne vais pas corriger, c'est ça qu'elle veut dire, c'est ni cette intersection-là, ni celle-là. Entre les deux. Entre les deux. Comme le oui et le non. Et puis à un moment, elle va faire un truc qui m'a un peu inquiété sur le moment. Alors, je ne l'ai pas dit, c'est une évidence, mais les pierres, on les joue sur le plateau de jeu. C'est-à-dire que c'est le plateau qui définit l'espace d'intelligibilité des coups. Là, elle va jouer hors du plateau. Odeur de carte. Eh oui. Donc, je me suis dit, je suis con, je gère à l'intérieur de carnet de connexion. Au dehors, parce qu'ils sont fous, boiteux, enfin, tous complètement. Oui, vraiment, du dehors. Hors série, hors norme, oui. Ah, ouais, elle était. Donc, je vais faire un peu ce retour-là. Voilà, alors moi je lui ai dit, vous êtes à côté de la plaque. Ah oui, c'était bien là, oui, je me suis bien appelée. Et elle a dit, oui, je suis à côté de la plaque. Et j'ai consenti à être à côté de la plaque avec elle. Oui. C'est-à-dire, j'ai répondu à un coup à côté d'elle, à son contact. Voilà, là, typiquement, ce n'était pas un coup de contact pour la capturer, mais pour la ramener sur le sentier des vaches. Ça existe? Oui. J'ai trouvé très joli quand tu lui disais, vous êtes à côté de la plaque. C'est bien, il faut oser le dire. On est revenus ensemble. Et elle a aussi réussi à signifier sur le plateau quelque chose qui était compliqué pour elle. Elle n'avait pas de place pour vivre. Alors elle vient régulièrement dans ce service de psychiatrie parce qu'elle n'a littéralement pas de place pour vivre. Elle n'a pas chez elle. Elle vit chez son père, qui est un monsieur qui a un syndrome de Diogène évident, qui collectionne un tas d'objets. Et il n'y a que deux endroits où il y a un espace, c'est son lit. Donc chaque soir, elle doit retirer tout ce qu'il y a sur son lit pour pouvoir s'allonger sur son lit. Voilà. C'est une dame qui doit avoir une quarantaine d'années. Et un espace de la table où il lui est permis aussi de retirer le bazar, mais sinon, il n'y a pas de place. Et sur le plateau, je vous ai dit que pour gagner des points, il faut délimiter des territoires. Ce sont les espaces vides, ce sont les creux qui sont des respirations. Pour gagner des points, c'est les espaces vides qu'on va compter. Et à un moment, elle joue à l'intérieur de son territoire. Je lui fais remarquer, je lui dis, souvenez-vous les règles, si vous jouez à l'intérieur de chez vous, vous avez tout à fait le droit, mais ça vous fait perdre un point. Elle me dit, ah oui. Je joue. Elle joue à nouveau à l'intérieur de chez elle. Je lui fais remarquer à nouveau, vous savez, ça vous fait perdre un point à nouveau. Et puis,
Elle continue comme ça. D'ailleurs, elle continue à placer ses pierres pas tout à fait. Elle arrive, par exemple, sur une ligne de 4 intersections à mettre 5, voire 6 pierres, parce que tout se compacte, tout s'accumule. Et si je m'en tiens aux règles du jeu de Go, c'est dangereux de faire ça, parce que si on se remplit trop de soi-même, à un moment, on n'a plus qu'une seule liberté, l'autre nous capture tout. Donc, il ne faut pas faire ça. Mais ce qu'elle était en train de faire, c'était reproduire cette espèce d'inflation interne qui se déroule chez elle, chez son père, ce qu'elle a très bien compris. Quand je lui ai fait remarquer, je lui propose cette interprétation. Vous voyez, madame, quand vous faites ça, ça me fait penser à ce que vous me dites de chez vous, chez mon père. Elle dit, bah, oui, oui, c'est ça. Et C'est ce donc, qu'elle voulait te montrer. elle a C'est ce pu qu'elle exprimer voulait te ça. montrer. Elle me dit, bon, c'est une expression qu'elle avait souvent, c'était j'en ai plein la tête. Bah, Oui. voilà. Et c'était nos parties de Go qu'elle appréciait beaucoup, c'était son terrain d'expression. Elle ne savait pas toujours bien me dire comment elle allait dans sa tête. Par contre, sur le plateau, ça devenait à peu près lisible. On avait trouvé un terrain d'entente pour communiquer comme ça. Si c'est possible, c'est aussi parce que les règles du jeu sont relativement simples. Et d'ailleurs, on peut même les modifier très facilement avec les enfants. On peut très bien dire, bon, on n'a qu'à dire que c'est papa qui gagne s'il mange 5 pierres et si toi tu manges une pierre, tu as gagné. C'est très malléable. Est-ce que les patients s'y prêtent facilement quand tu le proposes? Oui, oui, oui. Comment ça se passe? Oui, Alors, oui. souvent, au moment où je propose le jeu, ça se présente un peu comme un objet bizarre, parce qu'on ne s'attendait pas à ce que le psychologue du service propose de jouer au Go. Parfois, il y a un effet comment dire, de réputation. C'est-à-dire que les autres patientes du service font la pub voire même des patientes me le demandent ou me le reprochent. Mais comment ça se fait que vous ne m'ayez pas proposé de jouer au Go? Et avec certaines patientes, il a même été, à mon avis, judicieux de ne pas leur proposer de jouer, de refuser. Il y a un effet de refus aussi que je fais beaucoup fonctionner, qui est directement inspiré de... Alors, parce que j'avais des raisons de penser qu'on se parlait déjà très bien avec des signifiants et que décaler les choses sur un registre non verbal, c'était peut-être pas un détour nécessaire. Il me semblait que ça pouvait être défensif d'autre chose. D'accord. Donc, tu poses tes indications. Elles sont pas très strictes et très rigoureuses, mais ça serait intéressant parce que vous pourriez faire des publications. Ça peut être une première dans cette clinique qui peut aider dans d'autres cliniques. Oui, oui, oui. Alors moi, quand j'ai présenté au service ce jeu, j'ai posé des indications, j'ai montré pour quel type de... Alors, il faut parler dans la langue de la psychiatrie, hein, mais pour quel type de pathologie me paraît intéressant. Alors, il y a une indication qui paraît une sorte d'évidence un petit peu pour tous les psychologues qui ont fait des parallèles avec le jeu de Go, mais c'est tout ce qui est des problèmes d'impulsivité, on va dire. C'est un jeu, par exemple, il y a des études sur l'effet du jeu de Go sur le TDAH. Et les états limites? On appelle en psychiatrie les états limites, oui. Oui. Et oui. Oui. J'ai un peu perdu le fil. Tu nous parlais de l'hyperactivité. Voilà. Tu as une expérience avec les enfants TDAH? Pas tellement. Quelque chose que j'ai pu régulièrement refuser, c'est sur les fins de partie. C'est-à-dire la fin de... Est-ce qu'on va jusqu'au bout de la partie? Alors, tu commentais Joyce plutôt que Beckett, parce que Beckett est bien meilleur métaphore de l'amour, parce qu'il y a beaucoup d'amour dans Beckett, et justement, il y a pas de... Il y en a qui nous sont il y a un qui est aveugle, il est dans un fauteuil roulant, et qui veut aider. Les autres sont dans le
Oui, les moments où j'ai pu interrompre les parties pour ne pas arriver jusqu'à la fin, c'est inspiré des scansions lacaniennes. Oui. C'est-à-dire, il y a, souvent, on voit qu'il y a des points de tension. Dans la partie, il y a des moments plutôt apaisés, où la partie a un déroulement plutôt logique, presque prévisible, et des moments où il y a une tension, une excitation qui est en train de se produire. Il y a un mathématicien que je cite pas mal dans le livre, Stéphane Dugosson, qui est joueur de Go et qui s'étonne de voir les corps des joueurs de Go s'agiter dans des parties, voire même transpirer. C'est-à-dire, ça fait quelque chose au corps. De la même façon que la parole peut faire quelque chose au corps, la faire rire, ou avoir des effets thérapeutiques, euh, il y a des coups qui agitent le corps. Et il me paraissait intéressant d'interrompre les parties, les suspendre parfois provisoirement ou les interrompre totalement sur des moments de tension importants. C'est-à-dire Oui, de les laisser, trop d'excitation. de Oui, ne oui. pas, de pas chercher à résoudre ça. Alors parfois, ça a gueulé. Hein. Parfois, il y a des patientes qui non, mais on ne va pas s'arrêter là comme ça, mais là, il faut la finir. Si vous voulez, on garde la partie pour une prochaine fois. Ah non, non, mais là, je veux la finir maintenant. Mais vous me direz pourquoi. Et on s'arrêtait à ce moment-là. Il y a, J'ai une oui, question. Est-ce que par rapport à cette pratique, le jeu de mots et l'activité onirique et le rêve, est-ce qu'il y a des choses qui se relient des fois? Est-ce qu'il y a des patientes qui ont des rêves autour de la partie de Go, je dirais? Est-ce qu'il y a c'est une question. alors, non, pas que je Non, sache. d'accord, On m'a jamais relaté une d'accord. partie de Go. Par contre, une patiente a pu halluciner. Euh, C'est arrivé à 2 reprises qu'il y a eu des Et oui, hallucinations autour ouais. du jeu de Go. Alors, une patiente que je ne suivais pas et avec qui je n'ai jamais joué au Go. Elle s'est juste croisée dans les couloirs et elle savait que je jouais au Go Et avec la rumeur. Oui. voilà. Et elle avait pu être présente quelquefois dans un salon où des patientes jouaient au Go entre elles. Et elle a pu halluciner, alors si je me souviens bien, elle a halluciné que le service se remplissait soudain de 1000 pierres qui remplissaient tout et qui l'angoissaient terriblement. Et du coup, elle avait peur de sortir de sa chambre. Et ça a été assez passager, c'est-à-dire cette crainte-là. Mais après, c'est pas moi qui l'a suivi, donc je sais pas. Et ce que vous dites par rapport à votre parcours personnel du deuil, c'est ça qui fait que vous êtes joueur, pas que pour gagner aussi, quelque part. Parce que c'est ça, enfin, je veux dire, la question de qui gagne, qui perd, c'est quand même, enfin, à mon sens, hein, quand quelqu'un vient dans mon cabinet, je ne me pose pas la question de si j'ai envie de gagner. C'est pour ça que ça ne me viendrait pas à Bah l'esprit non, de oui. proposer de jouer au Go avec quelqu'un qui vient de mon cabinet. Comme quand j'ai commencé à travailler dans les institutions psychiatriques, j'avais un gong et je proposais aux gens de se gonguer avec moi. Mais là, Je propose c'est pas pris ça. simplement dans un esprit d'ouverture plutôt que de gagner, de curiosité vers l'autre, de Mais curiosité vers le ce que je veux patient. dire, c'est que Oui, dans le cabinet, dans le cadre du cabinet, oui. je ne sais pas si l'enjeu du jeu, justement, comment ça, est-ce que voilà, est-ce que vous observez un écart quand même entre Alors, pratique institutionnelle? Et oui, D'ailleurs, il y a une espèce de magnifique psychothérapie institutionnelle qui se met en place avec le mot parce que ça rentre dans l'espace de parole, tout ça. Hein. et, sur cette question de gagner, de perdre, la victoire, ce que je constate, c'est que assez facilement, dans ces contextes analytiques, psychothérapie, institutionnels, assez facilement, on peut disqualifier l'idée même de victoire, en faire quelque chose de totalement secondaire. Enfin, ben oui, les, les, oui. les personnes avec qui j'ai joué dans ces contextes-là, peut-être un peu râlées ou étaient frustrées des premières scansions de partie, mais assez vite, c'est arrivé plusieurs fois, un peu comme dans une séance d'analyse où, avec l'analysant, on peut se dire, ah oui, là, c'est le bon moment pour s'arrêter. En fait, on ne va pas jouer le chrono. Écoute, là, c'est un bon moment pour arrêter la partie. Mais c'est déjà arrivé dans les parties de Go dans ce contexte-là. Bah oui,
Maintenant, on va arrêter. Il y a une sorte d'évidence. On ne saura pas qui a gagné ou a perdu, mais là, on sent bien qu'on a touché un truc de juste dans ce qu'on est en train de jouer. Alors, ça, peut-être que des joueurs de Go qui ont un rapport plus quête de victoire auront peut-être plus de difficultés à comprendre. Mais Chaque joueur de Go joue avec son inconscient. Et tu... Comment c'est arrivé? Elle l'a créé. Oui. Elle l'a fait. Parce que c'est pas évident. Elle l'a Les fait. japonaises, c'est vraiment pas évident. Elle a choisi en plus un modèle de fleur qui n'est pas très simple à faire. Il y a en plus des courbures, c'est pas que du pliage. Elle l'a Il y a ma caméra. Non, non, vas-y, parle. Elle l'a fait et puis la j'ai vu au dos, c'est un origami qui a une Ah, base voilà. qui peut se poser. Au dos, elle avait mis son prénom avec un petit cœur. Eh oui. Il Écriture. change quand même à un niveau extrêmement complexe, en fait. Entre d'abord vos parties, l'histoire du tatouage que vous voyez comme une pierre, et puis ça demande d'être soigné, et puis ensuite elle vous donne. C'est pris dans le transfert. Et j'ai bien aimé dans le livre quand tu parles de l'origine mystique, de l'épaisseur mystique du jeu. Oui. Ouais. Je peux en dire deux mots. C'est-à-dire qu'il y a à des époques anciennes, ce jeu a pu servir pour des pratiques divinatoires. Oui. Il y a notamment un vieux texte tibétain dans lequel un garçon, alors je ne me souviens plus exactement, mais en gros, sa question c'est est-ce que je dois tuer mon père ou pas? Mais vraiment le tuer. Je crois qu'il était fils d'un criminel, la question pouvait se poser, il se sentait lésé par lui. Et sa mère lui dit non, pas tout de suite, joue une partie de Go, main droite contre main gauche. Et de l'issue de cette partie, tu prendras ta décision. Alors ça, c'est très intéressant parce que d'habitude, il pose cette question au Yiking. Oui. Voilà. Et Yiking qui date de la même époque. Voilà. D'ailleurs, j'avais envie de travailler dans des prochains séminaires l'ouvrage d'un jeune professeur chinois de Shanghai qui avait fait sa thèse à Paris et qui a publié un livre sur le Yiking et l'inconscient, que l'on peut aussi mettre au travail. Donc, je vais te le donner après. Le jeu de Go aurait été utilisé comme le Yiking. J'ai au moins trouvé un texte ancien d'accord. Qui, vous donner le livre. Ah, oui, oui. À ma connaissance, aujourd'hui, il n'y a personne qui fait trop ça. Moi, j'ai essayé de le faire, c'est pas très agréable en fait. Enfin, c'est pas en termes de plaisir, jouer contre soi-même. Ah oui. C'est pas très... Moi, j'ai pas trouvé ça très intéressant. Ouais. J'ai une réflexion que je vous livre quand j'avais ça. Pour moi, le jeu de Go, il a permis d'illustrer un passage. Alors, je ne saurais pas où situer exactement chez Lacan, mais à un moment donné, dans ses multiples réflexions sur et transformations de je pense où je suis et du rapport entre. Il y a un moment où il dit là où je suis, je ne pense pas, mais là où je pense, je ne suis pas. Et pour moi, le jeu de Go illustre ça parfaitement. C'est-à-dire que le processus même de jeu qui consiste à poser une pierre à un endroit, et tant que la pierre n'est pas posée, on est en train de penser que la pierre n'est pas, et quand elle est posée, elle est et on construit. Il y a un rapport qui disait au début sur la certitude, sur les trois prisonniers, cette histoire oui. Du temps logique. Qu'est-ce que c'était qu'elle disait la patiente, pas 4 mais 3, un truc comme ça. Elle ne pouvait pas se représenter le 4. Elle ne pouvait pas se représenter le 4 et j'associe ça à la psychanalyse. Parce que la question de la fin aussi est très intéressante aussi par rapport à ce que c'est. Il y a un côté d'une infinité de possibles dans le jeu qui se manifeste et en même temps, il y a ces coupures, ces tensions. Et il y avait quelqu'un qui disait, c'était quelqu'un qui était psychotique. Les gens pensent souvent à 0, 1, 2, 3, mais 4. Plus dur.
Et ça n'a pas de rapport comme ça avec ce qui est en jeu, forcément. En Chine, le 4, c'est une homophonie signifiante avec la mort. Il y a plein d'hôtels où il n'y a pas la chambre 4, il n'y a pas l'étage 4. Voilà. Et il n'y a pas l'étage. Ah oui, oui. Et Juste pour rebondir sur oui. ne pas penser, j'ai consacré quelques réflexions dans le bouquin. Alors, par exemple, il y a une boutade qui est souvent répétée dans l'humour des joueurs de Go, qui raconterait la rencontre entre un joueur d'échecs et un joueur de Go, où le joueur d'échecs se présenterait en disant bah, je suis joueur d'échecs, j'ai l'habitude de beaucoup réfléchir. Et moi, je me le représente un peu penseur de Rodin. Et le joueur de Go lui répond ah, ben moi, je suis joueur d'échecs, donc j'ai l'habitude de ne pas penser. Le joueur de Go, pardon. Le joueur de Go, le joueur de Go mettrait en avant, sous couvert d'humour, que parce qu'il est joueur de Go, il a l'habitude de ne pas trop penser. Et il y a un aspect intéressant, c'est que au jeu d'échecs, alors c'est pas mon jeu de prédilection, je suis pas très doué à ça, mais il me semble qu'assez facilement, on peut qualifier un coup de bon ou mauvais. C'est assez facile, il me semble. Alors qu'au jeu d'échecs, au jeu de Go, bien malin celui qui saura dire si ça c'était un bon coup ou pas. C'est-à-dire qu'il y a une prudence dans les parties professionnelles, il y a beaucoup de prudence avant de se risquer à dire ça c'est un mauvais coup, ça c'est un bon coup. L'avenir nous le dira. L'avenir, les 5-6 prochains coups viendront qualifier ce coup-là, on comprendra si c'est un bon coup ou pas, mais on va pas trop... Donc, ce qui permet une mise à distance de l'impulsivité. Et puis, bon, si vraiment le jeu de Go s'inscrit dans les traditions martiales, dans les arts martiaux, l'idée de ne pas penser, c'est-à-dire vraiment de faire une espèce d'unité harmonieuse avec le geste sans avoir besoin de le concevoir avant, de l'avoir à ce point engrammé dans son corps qu'on le joue toute spontanéité. On ne pense pas. Je crois qu'en japonais, c'est Mushin, si je ne dis pas de bêtises, mais il y a une partie des traditions martiales japonaises valorise beaucoup l'idée de ne pas penser, de ne pas réfléchir. Et je crois aussi dans la psychanalyse, c'est-à-dire l'activité psychique du psy en séance. Donc il y a toute la valorisation de l'attention flottante. En tout cas, pas l'attention rationalisante. Ça, c'est plutôt dévalorisé par les textes classiques psychanalytiques. Mais il y a une idée quand même de flottaison et de en tout cas, confiance dans une certaine spontanéité. Mais alors, pas n'importe laquelle, parce qu'on sent bien qu'il ne faudrait pas que ça soit une décharge d'impulsivité du psy, mais il y a quelque chose où le lapsus du psy n'est pas forcément malvenu. Alors, on va bientôt arriver au bout. Je vais vous montrer le livre de Zhu Fei, La structure inconsciente et le leaking. Je pense que je vais me mettre à travailler ça, je vous le présenterai. Zhu Fei, oui, l'objet du désir reste ou vide. Je voulais dire aussi qu'on est tous les deux originaires de La Réunion. Je suis aussi originaire. C'est mignon qu'on se retrouve sur ce thème. Mais moi, je suis née en métropole au moment où une partie de la famille arrivait en métropole, mais l'autre partie était à La Réunion. Et j'ai aussi traversé depuis toute ma vie, mon enfance, les océans pour aller changer du territoire de la France et l'île de la Réunion. Puis j'ai poursuivi après avec la Chine. Voilà. Le terme technico-go, ça serait connexion. Voilà, connexion, c'est pour ça que c'est connexion maintenue. Voilà. Le prochain séminaire, la date, ça va être le 24 janvier. On va décider qui a envie de plancher. Nicolas, je reviens vite vous le dire, je vous l'enverrai par mail. Est-ce qu'il y a, je n'ai pas demandé s'il y avait des questions sur la salle en Zoom. Juste une question. Je vous remercie, hein, je ne connaissais pas du tout, enfin, si j'avais entendu parler, mais je connais pas le jeu de Go et
je voulais vous entendre avant d'acheter votre livre. Bon, et je m'étais demandé, et puis je suis contente d'avoir fait comme ça. C'est vraiment passionnant de voir comment une expression comme ça du corporel peut s'inscrire comme une écriture et permettre un échange. C'est vraiment, je trouve, voilà, c'est intéressant. Et je me demandais alors, quand il y a une partie, mais dans le cadre de la thérapie, est-ce que à la fin de la partie, vous la laissez? Est-ce que vous enlevez les pierres ou pas? Ou ça dépend? Alors, souvent, j'ai un plaisir esthétique. Alors, je trouve que c'est un jeu qui est beau. Hmm. Oui, Et oui. Comme un dessin, oui. ça Oui. m'arrive souvent de regarder la partie que nous venons de jouer avec un vrai plaisir esthétique. Alors, en particulier, quand la partie a eu lieu dans mon bureau, si ça ne tenait qu'à moi, je la laisserais. Je la laisserais un Hmm. temps, continuer d'exister quelques temps, un jour ou deux après la partie que nous avons jouée. Mais j'ai toujours laissé aux patientes de ce service la liberté de choisir s'y retirer ou pas. Et il y a certaines patientes qui tiennent vraiment à ce que toutes les pierres soient retirées du plateau, que ça ne laisse pas de traces sur cette surface-là. J'indique aussi quelque chose sur l'après-partie. Je vous ai dit, c'est pas tout à fait vrai. Je vous ai dit que le Go, c'était une pratique sociale non verbale. C'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a une tradition qui existe qui veut qu'après la partie entre deux joueurs, là, dans un contexte totalement détaché de la psychothérapie, etc., dans les vraies parties de Go, dans la vie de tous les jours, pour gagner, pour le plaisir. Cette pratique, ça consiste à ce qu'une fois que la partie est jouée, un des deux, plutôt celui qui a gagné la partie, offre à l'autre un commentaire de la partie. C'est-à-dire relise la partie, lui réexplique certains moments de la partie qui se sont joués, pour lui expliquer ce qui s'est passé, pour lui dire, ben, là, tu vois, à ce moment-là, quand tu as joué ça, c'est peut-être, par exemple, c'est là que tu as perdu. Ou là, à ce moment-là, j'ai cru vraiment, j'ai eu peur. Ce que tu as fait m'a fait peur et j'ai cru que j'allais perdre. Bon, en tout cas, reproposer un déroulé de la partie, rejouer ces moments, voilà les moments décisifs de la partie. Et la première fois qu'un joueur avancé a fait ça avec moi, avec le plus grand naturel du monde, pour lui c'était une évidence de me proposer ce moment-là, j'en ai été très ému. À ce moment-là, il m'a fait comprendre qu'il avait été très attentif à ma façon de jouer. Il n'y mettait pas un mysticisme particulier, pas lui jouer, il aime ce jeu, il joue, voilà. Mais j'avais été très touché de réaliser que, tiens, mais cette personne que je ne connais pas, je me suis assis devant elle dans un club de Go, a été très attentif à ce que je jouais, au point de se souvenir du déroulé des coups et de trouver, d'y accorder une importance. Et c'est un moment, ça fait partie, c'est vendu avec le jeu. Je trouve que c'est une des beautés du jeu. Une des beautés et là, ça passe vraiment par le langage. Ça fait partie, attaché au jeu, il y a tout un enrobage culturel autour, une épaisseur culturelle. J'en ai pas trop parlé, mais il y a beaucoup de proverbes qui encadrent le Go, qui aident à penser une stratégie, par exemple. Où il y a des petites pratiques de politesse qui sont toujours, au regard des règles du jeu, qui sont totalement superflues. Mais par exemple, il y a une règle de politesse qui veut qu'on joue toujours dans la moitié. Quand on est le premier joueur, le premier à jouer, la politesse veut qu'on joue toujours dans la moitié de l'autre. C'est-à-dire faire le plus de chemin vers l'autre pour qu'il n'ait pas, lui, à faire ce chemin-là. Mais il y a des gens qui le vivent mal quand on ne respecte pas cette politesse. Et en réalité, au regard des règles, ça n'a aucune importance, mais ce sont des petites pratiques comme ça qui entourent le jeu. Ça, j'en parle jamais aux patients. Je leur reprocherai jamais une impolitesse. Bon, J'aurais voulu poser une question. merci. Une dernière, hein, parce qu'il faut qu'on arrête Oui. après 23 heures. Oui. Vous avez d'abord, j'ai beaucoup apprécié, j'ai trouvé ça absolument passionnant,
le travail que vous avez fait pour nous. Et vous avez cité, me semble-t-il, au passage, le mathématicien Dugofson, Stéphane Oui. Dugofson, qui est un grand joueur de Go et qui a beaucoup travaillé sur les ensembles flous et sur la logique floue, et en particulier sur la notion de frontière floue. J'aurais souhaité, si vous le souhaitez, que vous disiez un mot de ce concept de frontière floue dans le jeu de Go et le lien que vous pouvez faire avec le travail thérapeutique. Avec le travail, pardon? Le travail thérapeutique. Euh, Là, votre question, elle nous embarquerait sur quelque chose oui. de très vaste. Je vais vous proposer une réponse, mais qui va être insatisfaisante, hein, qui va pas être. Mais si vous voulez, contactez-moi en privé, on pourra en discuter. C'est passionnant. La frontière floue, à proprement parler, elle n'existe pas au Go. Enfin, il y a pas une réalité du jeu qui renverrait à ça, mais il y a la frontière en cours de construction. C'est-à-dire, il y a des régions où on ne sait pas encore par où va passer la frontière, qui sont encore à délimiter, qui sont des enjeux de négociation à venir. Euh, C'est-à-dire, là, c'est du plateau encore vierge de revendications, dans lequel on va découper des choses, mais ça reste flou et on sent qu'il y a des lignes de tension, des forces. Il y a un joueur de Go qui a qui est strictement joueur de Go, qui a écrit récemment un livre de stratégie de Go qui s'appelle L'usage de la force, où il construit finalement un concept qui n'existait pas vraiment avant lui de force au Go et qui est quelque chose de presque immatériel sur le Go et qui renverrait à ces enjeux-là de frontières pas encore construites avec des rapports de force et on est pas loin du flou de. Alors, je ne savais pas comment prononcer le nom de Stéphane Dugosson, donc du coup, c'est comme ça. Tu vas Mais- réévoquer les routes de la soie. Les routes de la soie. Des routes de la soie, oui. Donc, les frontières. Bon, allez, à bientôt. Je vous remercie. Merci. Au Merci. revoir. Bonsoir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci à tous. Merci. Petit coucou à Dany Robert Dufour qui nous a écoutés. Au revoir. Au revoir.